première évolution que je vais vous présenter, c'est une évolution qui concerne les tâches et donc la notion de description de tâches. L'idée ici, c'est de répondre à un besoin qui est exprimé par beaucoup d'utilisateurs, de pouvoir décrire ce qu'il y a à faire, un problème, une anomalie, etc., en distinguant bien la description des échanges en commentaire à l'intérieur de la tâche. Donc, je vais vous montrer tout simplement comment ça marche. Voilà, j'ouvre une tâche. Dans la zone de commentaires, eh bien, je saisis un commentaire, voilà, qui sera la future description de la tâche. Je valide mon commentaire et vous voyez que dans mon menu en haut à gauche, j'ai désormais la lettre D majuscule pour transformer le commentaire en description. Donc, il suffit de cliquer dessus. On voit bien maintenant que le commentaire est passé en description, hein, puisqu'on a l'encart en haut à gauche avec la lettre D en mise en évidence. Et vous voyez bien que la description est positionnée au-dessus de la zone des commentaires, hein, qui se trouve en dessous. Donc on va sans doute faire encore évoluer cette fonctionnalité pour améliorer la distinction description-commentaire. Mais en tout cas, voilà le mécanisme actuel. Donc toujours au niveau des commentaires. Autre évolution. On a mis en place donc la possibilité d'échanger des commentaires privés. Donc là, l'idée, évidemment, c'est que ces commentaires ne soient pas lisibles par tout le monde. Donc ça peut vous être utile lorsque vous partagez un projet avec quelqu'un de l'extérieur ou avec un autre service et que vous souhaitez échanger des éléments uniquement avec une équipe restreinte. Donc c'est un usage qu'on va retrouver typiquement au support interne ou externe. Donc, qui sont les personnes qui vont pouvoir lire et écrire les commentaires privés? Donc, pour avoir la réponse à cette question, rendez-vous dans les paramètres du projet, au niveau de la section options d'affichage du projet, où ici, vous voyez que vous avez un nouveau menu déroulant avec la liste des membres qui ont accès aux commentaires privés. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que ce sont les membres qui ont des droits d'administrateur au projet qui peuvent établir cette liste, hein, de personnes ayant accès aux commentaires privés. Et ils font d'ailleurs, ces gens-là, partie par défaut, hein, de la liste des membres ayant accès aux commentaires privés. C'est pour ça que vous voyez ici, j'ai 3 personnes déjà désignées dans cette liste. Et on voit que Bertrand et Jean sont entourés de la couleur bisbeusie, puisqu'ils sont administrateurs et qui sont par défaut, encore une fois, positionnés comme ayant accès aux commentaires privés. Donc voilà, c'est hyper simple, hein, si je veux rajouter un membre, eh bien, tout simplement, dans ce groupe, il suffit que j'ouvre mon menu déroulant, je sélectionne une personne et elle est ajoutée aux commentaires privés. Voilà, on va voir maintenant au niveau des commentaires eux-mêmes comment ça se passe. Donc, je rouvre ma tâche, je saisis un commentaire, voilà, commentaire privé. Et ici, vous voyez que je dois préciser le caractère privé du commentaire avant sa validation. Alors, pourquoi ça? Donc, tout simplement parce que certains membres du projet peuvent être abonnés à la notification automatique qui se déclenche lorsqu'on valide des nouveaux commentaires. Voilà, donc, et ces mêmes membres, ils pourraient potentiellement, évidemment, ne pas faire partie du groupe ayant accès aux commentaires privés, et donc ils ne doivent pas recevoir de notification avec le contenu du commentaire. Donc voilà, on va obliger à qualifier le commentaire de privé avant sa validation. Voilà, donc maintenant je le valide. Et ici, dans la zone de saisie dans la zone de lecture, pardon, des commentaires, je vois bien la distinction entre un commentaire normal et un commentaire privé, hein, puisque le commentaire privé, c'est bien précisé qu'il est privé, et j'ai le petit cadenas pour rendre les choses plus visuelles. Donc, autre fonctionnalité ajoutée ce semestre, les sous-tâches. Donc, les sous-tâches, c'est une très belle fonctionnalité importante, hein, qui a été réalisée pour satisfaire les besoins des clients ayant besoin d'une planification projet vraiment très détaillée. Alors, au niveau de la conception, sachez que dans une sous-tâche, vous aurez exactement les mêmes éléments que dans une tâche. Donc, vous allez retrouver les commentaires, les pièces jointes, la planification, les alertes, les actions, les étiquettes, même les champs spéciaux, et bien sûr, enfin, la possibilité d'affecter aux sous-tâches des membres et des temps associés à ces membres. Donc, cela étant dit, il y a un grand principe qu'il faut avoir en tête quand on va voir tout ce qui est gestion des sous-tâches vis-à-vis de leurs tâches, enfin de leurs tâches par an, c'est le principe est le suivant, pour faire simple, hein, la tâche par an est la résultante des tâches enfants, de ces tâches enfants. Donc on va voir
tout de suite concrètement de quoi on parle, d'abord au niveau de la planification et ensuite on verra au niveau de la gestion des temps. Donc, on va ouvrir une tâche et pour créer des sous-tâches déjà, il faut aller dans le panneau latéral sous-tâches. Donc là, c'est très simple. J'ai un développement à faire pour un logiciel, je voudrais préciser des sous-tâches, donc je vais faire des spécifications, le développement lui-même et, et également des tests et corrections sur ce développement. Donc voilà, j'ai voulu détailler avec ces 3 sous-tâches. Je quitte ma tâche et je visualise déjà dans la vue quoi, c'est intéressant. On voit bien l'ensemble tâche parent, tâche enfant, puisque j'ai mes 3 sous-tâches qui sont sous la tâche parent avec une indentation qui me permet de bien les distinguer de la tâche parent. Donc maintenant, dans la vue plan, je retrouve également cet ensemble tâches parents avec les 3 tâches enfants et la même indentation qui permet encore une fois de facilement distinguer les sous-tâches par rapport à une tâche. Et ici, je vais planifier tout simplement mes sous-tâches et on va voir que la tâche parent est bien la résultante de ces tâches enfants au niveau planification. Donc c'est parti, je vais planifier les spécifications, on va faire simple, hein, le développement. Et là, vous voyez, hop, la tâche parent déjà est apparue. Alors d'ailleurs, en termes de visuel, c'est très intéressant de voir que si je laisse ma souris sur une tâche enfant, la tâche parent est entourée d'un liseré de couleur bisbee. Donc ce qu'on constate également, c'est que quand je planifie mes tâches enfants, mais la tâche parent, elle s'agrandit. Hein. C'est-à-dire qu'au niveau de la planification, évidemment, il faut forcément que la tâche parent couvre l'ensemble de la période de ces tâches enfants, c'est-à-dire qu'elle couvre la période qui s'étend du début de la première tâche enfant à la fin de la dernière tâche enfant, évidemment. Donc voilà pour la planification du coup de la tâche parent ici qui est la résultante de ces tâches enfants encore une fois. Ce qui est intéressant après, c'est que si je replanifie en glisser-déposer ma tâche parent, eh bien ça replanifie l'ensemble, donc comme un bloc, hein, dans un sens comme dans un autre. Évidemment. Donc également, vous avez la possibilité dans le Gantt ici de lier les sous-tâches entre elles. Ça fonctionne exactement comme quand on lie des tâches entre elles. Là, je peux lier mes sous-tâches entre elles et on aura les mêmes effets que lors des liens entre des tâches classiques. Voilà, vous pouvez également lier, alors je vais juste rafraîchir, puisque comme j'ai planifié, je voudrais remettre mon planning dans l'ordre, voilà. Je peux bien sûr continuer de lier les tâches entre elles, donc ça ne change pas, mais du coup, je peux lier tout à fait une tâche à une tâche parent, qui comporte des sous-tâches. Donc là, hop, voilà. Comme vous pouvez le constater, ça fonctionne bien, ça a décalé automatiquement l'ensemble, hein, tâche parent, tâche enfant, pour qu'il y ait bien une succession matérialisée par le lien entre la tâche ici, authentification, et mon ensemble de développement avec ces sous-tâches. Voilà, que vous dire d'autre? Et bien de la même façon, et c'est un peu la cerise sur le gâteau, on peut également lier des tâches directement à des tâches enfants qui ne leur appartiennent pas, hein, qui appartiennent à une autre tâche parent. Donc là, vraiment, on a ouvert beaucoup de possibilités au niveau de la planification. Donc, voyons maintenant la gestion des temps entre l'ensemble, dans l'ensemble, hein, sous tâches parent. Voilà. Bon, pour ce faire, je vais ajouter des membres sur des sous-tâches. Donc, j'ouvre une sous-tâche. Dans l'onglet qui, j'ajoute genre. Je vais lui mettre du temps initial. Hop, je vais planifier également du temps sur la sous-tâche. Voilà. Et puis, je vais faire la même chose dans une deuxième sous-tâche. Donc, prendre celle-ci et je vais planifier un autre membre. Prendre Damien. Hop, même opération pour aller voir ensuite le résultat au niveau de la tâche parent. Donc, j'ai ajouté mes membres sur mes sous-tâches, j'ai saisi du temps initial, j'ai planifié du temps. Je vais remonter au niveau de la tâche parent grâce en fait à la flèche ici, hein, qui me permet de naviguer de la tâche enfant vers la tâche parent. Donc là, vous voyez, je remonte directement dans ma tâche parent, ça c'est bon à savoir.
Et je vais voir maintenant dans l'onglet Liquide attache parent, qu'est-ce qui s'est passé suite à ces saisies de données sur les tâches enfants. Donc déjà, ce que je constate, c'est que dans l'onglet Liquide de ma tâche parent, ont été reportés les membres que j'ai ajoutés sur les tâches enfants. Donc là, déjà, j'ai un cumul des membres qui se fait au niveau de la tâche parent. Ce que je vois également ici, c'est que j'ai mes volets de temps qui ne sont pas ouvrables. D'accord, hein, on me dit les temps disponibles sont uniquement sur les sous-tâches. Donc là, effectivement, je ne peux pas ouvrir les volets de temps parce que je ne peux pas saisir de temps sur la tâche parent. Et donc, je vais retrouver mes cumuls de temps au niveau du volet des temps, donc du panneau latéral. Donc là, dans mon panneau latéral des temps, je retrouve en bas euh, mes temps initiaux donc par membre. Hein. Là, j'ai la valeur des temps initiaux, mais comme vous le savez, vous pouvez ici voir également ce qui a été planifié. Donc là, j'avais bien planifié un jour pour Damien et une demi-journée pour Jean. Donc là, j'affiche les valeurs que je veux, membre par membre. Et dans le panneau latéral au-dessus, j'ai bien sûr le cumul de l'ensemble des sous-tâches qui est donc ici sur la tâche parent. C'est également cette logique qui fait que vous verrez si vous créez une sous-tâche à partir d'une tâche qui a déjà des temps, on va le faire. Moi, je vais prendre n'importe quelle tâche ici qui a du temps. Je vais aller créer une sous-tâche. Là, je vais l'appeler sous-tâche. Et je clique sur le bouton plus. Donc là, qu'est-ce qui se passe? BizBuzzy m'indique que soit je prends les temps qui sont déjà positionnés sur la tâche parent et je les bascule sur la tâche enfant, afin d'avoir toujours une tâche parent qui n'est que le cumul des temps des tâches enfants, soit carrément je fais un reset des temps existants, je supprime les temps et je repars de zéro. Donc voilà pour la planif des sous-tâches et la gestion des temps entre les sous-tâches et la tâche parent. Mais quid des sous-tâches dans le reste de l'application BizBuzzy? Donc les sous-tâches, on va également les retrouver dans les tableaux de bord. Donc là, je vais vous montrer que le tableau de bord individuel, mais vous voyez bien ici que vous retrouvez notre sous-tâche de spécification avec le nom de la tâche parent au-dessus. Donc là, on a l'indentation, c'est très clair, on voit très bien la distinction entre une sous-tâche ou une tâche normale. Vous retrouverez donc même présentation dans les autres tableaux de bord. Vous retrouverez également les sous-tâches dans vos agendas. Donc ici, agenda. Alors pour ceux qui ne connaissent pas BizBuzzy, l'agenda, donc chaque membre a son agenda mensuel où on peut afficher, si on le souhaite, ici les temps planifiés et réalisés. C'est-à-dire que à gauche, dans une tâche, j'ai le temps planifié et à droite, je peux saisir mon temps réalisé. J'ai mon taux d'occupation quotidien qui s'affiche au-dessus de ma journée. Donc là, le lundi 27, par exemple, j'ai le taux d'occupation hebdomadaire et le taux d'occupation mensuel. Donc c'est l'agenda, c'est un endroit idéal pour les collaborateurs qui veulent voir leurs tâches planifiées, mais j'ai envie de dire surtout, encore plus, pour ceux qui veulent facilement saisir leur temps réalisé. Je vais faire la parenthèse, et ici, vous voyez bien, comme dans le tableau de bord, les sous-tâches, puisque vous retrouvez bien le nom de la sous-tâche, le nom de la tâche parent au-dessus. Ici, c'est également le cas, donc c'est très facile de retrouver vos sous-tâches. Voilà, je ne vais pas tout vous montrer, mais vous retrouvez également vos sous-tâches dans l'impression PDF du Gantt, bien sûr également dans les versions du Gantt, et vous retrouvez également vos sous-tâches dans les exports Excel, où je précise qu'on n'intègre pas les éléments de temps des tâches par an pour ne pas les compter en double avec les éléments des tâches enfants. Donc voilà pour les sous-tâches. Autre nouvelle fonctionnalité, donc les rôles. Fonctionnalité importante que je prendrai le temps de décrire encore plus en détail dans le webinaire de la semaine prochaine. Donc, je vous incite à nouveau à vous y inscrire. Donc, encore une fois, même jour, même heure, jeudi prochain, 11h30, où on reverra en détail les rôles à fond, mais également les workflows et le portail. Donc, pour revenir au rôle, c'est une fonctionnalité qui a été développée à la demande de plusieurs clients. Qui souhaite préciser, lorsqu'il y a plusieurs membres affectés à une même tâche, le rôle de chacun, évidemment.
Hein, donc, si vous êtes créateur du projet ou si vous avez des droits en administration, vous pouvez donc choisir les rôles que vous allez utiliser sur votre projet. Alors, comment ça marche? C'est tout simple. Rendez-vous dans les paramètres du projet en cliquant sur l'engrenage en haut à droite, dans la section rôle, tout simplement. Dans la section rôle, vous avez un menu déroulant où vous pouvez sélectionner les rôles qui ont été créés par l'administrateur de l'abonnement. Donc là, voilà, si je veux un rôle informé typiquement, eh ben, je l'ajoute à la liste des rôles utilisables sur le projet. Également, dans la section collaboration sur le projet, donc au niveau des membres du projet, vous remarquerez qu'à droite du nom des membres, on a ajouté une icône rôle qui permet ici, si on la déplie, de positionner des rôles par défaut aux membres en question lorsque on l'affectera aux tâches du projet. Donc, c'est hyper simple. Je choisis par exemple un rôle d'informer pour Alex, qui fait que Alex, à chaque fois qu'il sera ajouté à une tâche, automatiquement, ce rôle lui sera attribué. J'en ai mis un, je pourrais en mettre deux. Voilà, on peut mettre plusieurs rôles, un par personne, sur les tâches. Donc maintenant, on va voir le résultat de ce paramétrage des rôles au niveau des tâches elles-mêmes. Là, par exemple, je vais ouvrir ma tâche d'authentification, onglet Key. On va commencer par ajouter Alex, puisqu'on lui a mis un rôle par défaut. Donc, on va voir comment ça fonctionne. Donc là, c'est tout simple, j'ajoute Alex automatiquement. Je vois qu'ici, il a le rôle d'informer qui lui est attribué. Maintenant, si j'ajoute un membre qui n'a pas de rôle par défaut, par exemple Damien, bah, évidemment, je l'ajoute à la tâche, il n'a pas encore de rôle, donc comment je fais pour lui ajouter un rôle? Je clique sur le petit menu avec mes 3 petits points à droite, modifier les rôles, et là, voilà, par exemple, je vais dire qu'il est responsable et pour action sur la tâche. Je ferme. Voilà. Donc, si je veux ensuite procéder à des modifications, bah, c'est pas compliqué, hein. Par exemple, Alex, il a un rôle par défaut, mais peut-être que sur cette tâche-là en particulier, je veux pas qu'il ait ce rôle-là. Donc, je peux tout à fait aller lui enlever ce rôle, hein, il n'y a pas de problème. Et je peux aller lui choisir un autre rôle, je peux le mettre pour action, par exemple, et je vais fermer. Alors là, c'est intéressant, vous voyez que le rôle pour action, je l'avais donné à Damien. Il a quitté Damien tout seul au moment où je l'ai positionné sur Alex. Alors pourquoi ça? Bah parce qu'en fait, c'est un rôle unique qui peut donc être positionné que sur un seul membre de la tâche. Je vous en dirai plus à ce propos la semaine prochaine, donc quand on rentrera plus en détail sur les rôles. Alors, on va passer maintenant au nouveau tableau de bord, donc, qui est le reporting. Voilà, donc le reporting, c'est un tableau de bord qui a été créé pour vous permettre de lire et d'analyser les données de temps de vos projets, hein, puisque ces données de temps n'étaient pas présentes dans les tableaux de bord déjà existants. On va voir en direct comment ça fonctionne. Hop, je clique sur Nouveau reporting. Vous allez voir que ça fonctionne de façon similaire au tableau croisé dynamique d'Excel. Donc, je vais faire un tableau simple pour la présentation aujourd'hui, qui aura pour objectif de voir les temps planifiés d'un projet présenté au mois le mois sur l'année 2025. Donc, d'abord, je vais sélectionner mon projet que je souhaite analyser. Vous voyez qu'ensuite, on me propose différents formats de tableaux, hein, donc de reporting. Donc là, je vais conserver le format par défaut, qui est le plus simple. Au niveau des calculs, c'est pareil, je vais conserver la somme, mais vous voyez qu'on me propose différents modes de calcul. Et également ici, j'ai des options donc en fonction de ce que je veux présenter dans mon tableau. Donc là, j'ai dit que ce qui m'intéressait, c'était de voir les temps planifiés sur l'année 2025. Donc je sélectionne temps planifié, unité jour ou heure, je vais rester en jour. Et ensuite, je vais construire mon tableau. Donc, je dois sélectionner des éléments en ligne, des éléments en colonne, tout simplement. Donc là, je vais d'abord vouloir voir en ligne le nom de mes tâches. Voilà, donc là, dès que je sélectionne un élément, vous voyez que ça apparaît ici au niveau du reporting. Donc ça, c'est très pratique visuellement puisqu'on peut, on peut directement lire en live ce qu'on est en train de construire. Je vais vouloir également positionner mes noms des membres parce que j'ai envie de voir qui travaille sur quelle tâche. Si je souhaite inverser les deux informations, moi je voudrais d'abord lire mes membres et ensuite voir sur quelle tâche ils travaillent. C'est tout simple, il suffit ici de glisser, déposer les éléments pour les réordonner. Et là, vous voyez qu'automatiquement,
je peux réordonner les éléments du tableau. Enfin, en colonne, je vais voir quand est-ce que les temps sont planifiés. Donc, je sélectionne dans temps, date des temps. D'accord? Donc là, par défaut, aujourd'hui, vous voyez que la périodicité, c'est automatiquement à la journée. Mais moi, je veux ici une périodicité mensuelle. Donc, je dois d'abord modifier ma périodicité avant ensuite de pouvoir modifier ma période. D'accord? Donc là, j'ai mis périodicité mensuelle. Le mois de janvier est sélectionné par défaut. Je veux maintenant afficher l'ensemble de l'année. Donc, je vais aller sélectionner ma date du 31 décembre. Bon, du reste, j'aurais pu l'écrire directement. Mais c'est pas grave. Je sélectionne le 31 décembre. Et maintenant, vous voyez le résultat. J'ai mon tableau construit sur l'ensemble de 2025, de janvier à décembre, avec des totaux en ligne et en colonne. Et je vois l'ensemble des temps planifiés sur chaque tâche par personne. Donc, il me reste à sauvegarder le reporting en lui mettant un nom. Donc voilà, temps planifié sur 2025 en mensuel. Hop. Et je fais sauvegarder. Donc, mon tableau de bord est sauvegardé. Je peux tout simplement le rouvrir en cliquant dessus, bien entendu. Je peux le modifier grâce au menu. Vous pouvez en faire une extraction PDF. Voilà, ce qui est intéressant à savoir, donc deux choses ici que je souhaite préciser. D'une part, lorsque vous modifiez la donnée de vos projets, donc le reporting est modifié en dynamique, hein, donc il va reprendre toujours les données actualisées de vos projets. Et deuxième chose, c'est une V1 de la fonctionnalité qu'on a mis ici un peu en bêta test en prod, hein, donc cette fonctionnalité, elle est appelée à évoluer sur cette année 2025 pour être enrichie avec, par exemple, hein, la possibilité de faire des tableaux en multi-projets. Puis, bien sûr, on va améliorer des éléments du X, hein, notamment, on nous a déjà remonté l'obligation à sélectionner la périodicité avant de choisir la période. Bon, ça, c'est des choses qu'on va améliorer pour vous rendre l'usage plus facile. Voilà pour cette nouvelle fonctionnalité de reporting. On va maintenant voir l'évolution de la duplication de projet. Donc, tout d'abord, on a fait évoluer la possibilité au niveau de la couleur, puisque par défaut, aujourd'hui, vous savez que quand on duplique un projet, eh ben, la couleur générée est aléatoire. Or, il y a un certain nombre d'utilisateurs de BizBusy qui utilisent la couleur comme un élément de classement de leur projet. Donc, pour eux, c'est important de pouvoir sélectionner réellement la couleur du projet qui sera la résultante de la duplication dès le départ. Donc, c'est tout simple. Là, maintenant, on a ici une sélection choisir la couleur de mon projet si justement on veut choisir la couleur de son projet. Et là, deux options s'offrent à nous. Soit on conserve la couleur. Donc voilà, je suis sur un projet jaune. Je vais avoir un projet jaune quand je vais faire ma duplication. Soit je choisis une autre couleur. Et là, j'ai toutes les possibilités, hein, de palette de couleurs vraiment au choix avec à peu près une infinie de possibilités. Donc voilà pour cet ajout de possibilités de choix des couleurs. De façon plus globale, hein, le menu de duplication de projet, il est amené à évoluer régulièrement, puisqu'il intéresse avec tout ce qui est de l'ordre du paramétrage du projet. Puisque c'est évidemment très important pour tous ceux qui font des projets modèles, des templates de projets et qui les dupliquent et qui souhaitent reprendre évidemment le même paramétrage que le projet d'origine. Donc c'est pourquoi nous avons également intégré récemment la possibilité de récupérer des workflows qu'on a mis en place sur un projet lors d'une duplication de projet, les rôles également, et même ce qu'on a vu tout à l'heure, hein, la liste, hein, des membres ayant accès aux commentaires privés sur le projet en question. Voilà, donc ensuite, on a fait quelques évolutions concernant les droits en lecture seule. Donc là, l'idée, c'est d'apporter un peu plus de souplesse pour les membres qui sont en lecture seule sur les projets. On a fait deux modifications. La première modification, c'est que désormais, les droits en lecture seule peuvent ajouter des pièces jointes aux tâches, hein. Donc là, du coup, maintenant, tout le monde peut ajouter des pièces jointes aux tâches sur les projets. Deuxième évolution, donc on va voir dans les paramètres au niveau de la partie collaboration sur le projet.
il y a une ligne ici qui a été ajoutée, donc qui montre qu'on peut désormais autoriser la création de tâches pour les personnes qui ont des droits en lecture seule et ou en lecture seule limitée. Donc là, voilà, l'idée, c'est d'apporter plus de souplesse pour ces personnes qui ont des droits en lecture seule, mais ça reste ici optionnel, donc c'est à vous de voir si cette option elle est pertinente en fonction des projets et des membres concernés. Évolution maintenant concernant les tâches non planifiées. Donc on a également levé des contraintes sur les tâches non planifiées. Donc deux choses. Premièrement, dans l'onglet quand, là, je vois bien que ma tâche n'est pas planifiée, j'ai ni de date de début, ni de date de fin, ni de durée. Je peux maintenant positionner des rappels personnalisés. Donc, voilà, ici, j'ai la possibilité de sélectionner le rappel personnalisé et donc de mettre la date et l'heure que je veux pour un rappel. On va plutôt mettre un rappel un peu plus tard. Voilà, et de saisir une valeur d'heure et ça automatiquement me positionnera le rappel. Je peux également transformer ma tâche en jalon. C'est aussi également dans l'écran que ça se fait. Donc là, il suffit de sélectionner, de cocher la case jalon pour que la tâche soit transformée en jalon lorsqu'elle sera planifiée en fait. Donc là, l'intérêt, c'est que voilà, on peut très bien avoir des projets avec des tâches jalons qui ne sont pas encore planifiées et lorsqu'on va les planifier, elles vont automatiquement être transformées en jalons. Donc ça, on va voir ça dans la vue quand. Voilà, je vais dans la vue quand. Mon jalon de phase de conception n'est pas planifié. D'ailleurs, je vais basculer en affichage liste de tâches. Comme ça, je vais bien voir la segmentation par phase. Donc mon jalon, ma tâche, elle est ici. Je vais donc planifier mon jalon en fin de phase. Voilà, par exemple, la date d'aujourd'hui. Et là, hop, automatiquement, on voit que la tâche est transformée en jalon dès sa planification. Vous voyez bien la forme typique de losange du jalon sur le diagramme de Gantt. Voilà, donc on va voir maintenant l'historique des buzz envoyés. Donc ça, c'est vraiment une évolution qui avait été beaucoup demandée. Voilà, il y avait une frustration remontée régulièrement puisque quand on envoyait un buzz, on ne pouvait pas savoir, on ne pouvait pas revoir le buzz qu'on avait envoyé, donc on ne pouvait pas s'assurer qu'on l'avait envoyé aux bonnes personnes ou qu'on avait mis une note personnalisée comme on avait voulu la faire ou autre vérification a posteriori. Donc ce manque a été comblé puisque vous voyez que maintenant dans le centre de notification auquel on accède en cliquant sur la cloche ici, on a deux onglets, buzz reçu, buzz envoyé. Donc les buzz envoyés, tout simplement, c'est la liste de tous les buzz que vous avez envoyés, mais vous allez retrouver également les notifications automatiques dont vous êtes à l'origine. D'accord? Donc ça, c'est important. Si un membre s'est abonné, par exemple, aux notifications automatiques en cas de replanification de tâches sur un projet et que vous replanifiez une tâche, BizBuzzy va considérer que c'est vous qui avez envoyé la notif automatique au membre en question puisque vous êtes à l'origine de son déclenchement, pardon. Donc du coup, vous retrouverez justement dans l'historique des buzz envoyés ces notifications automatiques dont vous êtes à l'origine. Voilà, pour terminer sur les modifications, les nouvelles fonctionnalités de ce semestre, en tout cas pour celles qu'on voit dans ce premier webinaire, on va parler de l'API. Donc voilà, nous avons déjà mis en place depuis un certain temps à la demande de clients qui ont besoin d'extraire la donnée de BizBuzzy pour l'utiliser dans des outils de BI, pour faire des tableaux de bord personnalisés. On avait déjà mis en place tous les endpoints qui permettent d'extraire la donnée de BizBuzzy pour l'exploiter ailleurs. Voilà. Nous avons également des clients qui souhaitent créer des éléments depuis l'extérieur dans BizBuzzy et donc nous avons rajouté récemment des endpoints en post pour que vous puissiez créer des projets, des listes de tâches, des tâches et des membres. D'accord? Donc, sachant que ces éléments-là sont évolutifs en fonction de vos demandes, donc n'hésitez pas à nous contacter à ce sujet si vous souhaitez plus d'éléments au niveau de l'API, plus de possibilités. Nous, l'idée, c'est d'aller justement toujours dans le sens de plus de possibilités pour vous au niveau des flux pour que ce soit plus simple d'intégrer BizBuzzy dans votre ESI. Et encore une fois, merci à tous pour votre présence
Et je vous dis à très bientôt sur BizBuzzy et j'espère également à la semaine prochaine pour le prochain webinaire. Voilà, au revoir.